D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, à toutes et à tous. Donc, c'est une nouvelle édition de notre club entrepreneur de NextEdge, qui, une nouvelle fois, pour des raisons de contraintes sanitaires, aura lieu sous forme de Zoom, sous forme digitale. Je voudrais accueillir à la fois tous les membres de ce club qui sont à la fois des entrepreneurs du portefeuille, des entrepreneurs qui ont investi à nos côtés, je pense en particulier au travers du véhicule Capital Entrepreneur. Euh, je voudrais saluer aussi les, comment dire, les grands partenaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit Thierry, que ce soit Philippe, d'autres, ils se reconnaîtront. Un certain nombre de nos grands investisseurs qui sont également là. Et je voudrais passer tout de suite à la présentation des intervenantes, des intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir intervenir aujourd'hui. Je les présente rapidement. Donc, vous connaissez tous Isabelle Autissier, grande navigatrice devant l'Éternel, la présidente d'honneur du WWF pour la France et qui avait fait des exploits remarquables dans des navigations autour du monde et en particulier au travers du Vendée Globe, qui est avec nous depuis La Rochelle et qui nous parlera de sa vision à la fois de ce qui s'est passé sur le Vendée Globe qui s'est terminé il y a fin janvier, mais aussi de l'action qu'elle mène à la tête de WWF et de sa réflexion qu'elle porte sur les enjeux du réchauffement climatique auquel elle travaille, œuvre de manière remarquable, ceux qui n'ont pas encore vu. Et nous aurons également Stéphane Riouet, le président du groupe Soléo, dont Aloïse de Fontaine vous parlera, parce que c'est une aventure qui vient de franchir une étape déterminante, et Olivier Lange, qui est le directeur général du groupe Drouot. Et enfin, nous aurons une présentation par Aloïse de Fontaine et Julien Potier, qui sont deux associés de Nextech, qui partageront avec vous ce que nous avons fait depuis 2009 autour de toute la problématique ESG et réchauffement climatique et quel est l'état actuel de nos réflexions et des actions que nous avons engagées sur la question. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, je voudrais, avant de passer la parole à Isabelle Autissier, je voudrais juste vous faire rappeler en rétrospective quelques grandes lignes sur l'année depuis le 1er janvier 2020. NextEdge, aujourd'hui, c'est maintenant une plateforme multistratégie de 6,1 milliards d'euros. C'est plus 635 millions d'euros par rapport au 1er janvier, au 31 décembre 2019. C'est 700 millions d'euros, c'est NextEdge AM, c'est la partie capital développement. Atrim, c'est 3,5 milliards d'euros, qui est un acteur leader en France et en Europe dans le domaine de l'investissement immobilier. Et Linksea, qui est un autre investissement brillant qui a été réalisé par Jean-David, avec maintenant 1,9 milliard d'euros. NextEdge, depuis le 1er janvier 2020, c'est 250 millions d'euros levés en capital développement, 61 millions d'euros investis en 2020. On était plus prudent sur les investissements et 86 millions d'euros d'investissement et 4 recrutements, dont 3 jeunes femmes qui nous ont rejoints parce que nous avons été le premier acteur du capital investissement, signé la charte SISTA. Voilà. Dernier point, nous avons été un des 4 premiers acteurs en France à obtenir le label Relance au travers du véhicule Championne 3. Voilà. Donc, voilà en quelques chiffres, mais je voudrais tout de suite passer la parole à Isabelle Autissier, en vous remerciant, Isabelle, d'avoir accepté de
de venir partager un petit peu avec nous votre réflexion. Et l'idée, c'est que vous puissiez peut-être partager un peu votre vision sur les 3 axes qu'on avait évoqués, la dernière édition du Vendée Globe, votre action, votre engagement pour l'environnement et votre combat contre le réchauffement climatique et l'action que vous menez au sein du WWF en France. Voilà, et puis qu'on gardera un petit peu de temps pour les questions et les réponses là-dessus également. Très bien, merci beaucoup de cette entrée en matière. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Alors, je regarde ma montre parce que je crois qu'on avait dit à peu près 25 minutes, hein, c'est ça, Oui, déjà dans un premier temps. Donc, pour pouvoir vous laisser le temps d'avoir des questions. Écoutez, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, le premier temps de cette discussion ou présentation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le Vendée Globe, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le courir une fois il y a déjà pas mal de temps, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la spécificité de cette course, qui à mon avis révèle plusieurs choses. D'abord, c'est vraiment une course, même si aujourd'hui elle s'est beaucoup internationalisée, c'est vraiment une course à l'esprit français. Elle a été inventée par des Français, créée par des Français et courue par une écrasante majorité de Français et toujours gagnée par des Français. Je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, ça dénote quelque chose que peut-être vous, dans le business, vous avez croisé. C'est que nous, les Français, on est vraiment très bons pour être des d'Artagnan. On est très bons pour l'exploit solitaire ou du petit groupe, de la petite troupe là, voilà. On a parfois un peu plus de mal pour mettre tout le monde d'accord avec notre esprit gaulois dans des grands équipages, par exemple, comme ça peut se voir autour de la Coupe de l'Amérique qui s'est courue aussi ces temps-ci. Mais en tout cas, c'est la première chose. La deuxième, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que cette course, elle a d'abord un aspect extraordinairement technologique, bien sûr. Là, évidemment, le grand débat était les foils, quelle longueur, voilà. Mais on a autour de ces 60 pieds open, de ces bateaux, on a une recherche vraiment vigoureuse. On a la chance d'avoir des architectes et des ingénieurs de talent. Il faut savoir, par exemple, que dans une bonne équipe de 60 pieds open, il y a 2 ou 3 ingénieurs système. Donc, ils sont à plein temps sur le bateau. Donc, c'est vrai que pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces bateaux-là, c'est que comme ils vont à la rencontre, entre guillemets, des mers les plus compliquées quand même du monde, on est à la fois sur des exigences de vitesse puisqu'il faut gagner la course, mais aussi des exigences de sécurité et de fiabilité puisque celui qui casse, évidemment, ne gagne pas, voire peut mettre sa vie en danger. Donc je trouve que c'est une course qui est intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'on voit comment ça avance et ceux qui, je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont toutes suivies, on voit bien des moments, il y a eu des problèmes avec les dérives, il y a eu des problèmes avec les quilles, il y a eu des problèmes avec différents éléments du bateau et à chaque fois, la fois d'après, on avait résolu les problèmes. Donc là, il y a eu quelques petits problèmes avec les foils, ce qui est assez logique. Moi, je sais à l'avance que le prochain Vendée Globe, tout le monde aura des foils qui seront plutôt grands et qui seront plutôt fiables parce qu'en 4 ans, on va avoir le temps. Donc, c'est le deuxième élément, course extrêmement technologique, mais bien sûr, et c'est à la fois ce qui retient le public, mais qui je trouve est aussi intéressant, une course avant tout humaine, puisqu'il s'agit d'être seul pendant environ 3 mois. Même si on a le téléphone, je peux vous dire que ça ne remplace pas les 2 bras et la tête qui sont parfois un peu tout seuls sur le bateau. Et c'est évidemment ce qui fascine le public pour qui la solitude n'est pas aujourd'hui dans nos sociétés quelque chose d'habituel et de normal. Donc, imaginez passer 3 mois tout seul, les gens se disent, oh là là, quelle épreuve. En fait, évidemment, à partir du moment où c'est choisi, c'est extrêmement fécond, puisque c'est là qu'on va aller un peu à la rencontre de soi-même, en fait, et qu'on va s'apercevoir d'ailleurs qu'on sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait au départ. Donc c'est toujours extrêmement productif. Et au-delà de la solitude, je trouve que ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est finalement le rapport humain, qui est très fort. Il n'y aurait pas de course en solitaire s'il n'y avait pas une équipe.
qui va penser, préparer le bateau, éventuellement être au bout du fil pour donner des conseils quand ça se passe mal. Et je trouve que la cohérence de ces équipes, on le voit là aussi quand on connaît un peu les bateaux les uns et les autres, la fiabilité de ces équipes, voilà, tout ce qui se passe en termes humains autour des bateaux est quelque chose d'extraordinairement important. C'est évidemment très important pour le skipper, puisque en gros, le skipper, il confie sa vie aux gens qui préparent le bateau. Le skipper a beau essayer de vérifier tout et de passer derrière, n'empêche que les gens, évidemment, travaillent, ils avancent, et quelque part, évidemment, ça crée un rapport très fort. Et le deuxième rapport humain extrêmement fort, c'est le rapport humain que le skipper a avec le public. Et je crois, et on l'a vu encore cette fois-ci, ça suscite, même pour les gens qui ne sont pas du tout des aficionados de la voile, ça suscite une forme d'engouement, ça fascine, voilà, et il y a un côté, on est le représentant de l'espèce humaine en fait, quand on est engagé dans des… On est un petit peu, vous savez, quand on est au milieu du Pacifique, vous savez qui est l'homme le plus proche? C'est le spationaute habitant de la station spatiale. Il est infiniment plus proche au milieu du Pacifique que n'importe qui en Australie, en Afrique du Sud ou que sais-je. Donc voilà, donc on a un peu ce statut quand on fait ce genre de course. On est entre guillemets les représentants de l'humanité au grand large, sur la mer, et donc on est un peu les yeux, les oreilles, les émotions aussi. Et cette année, je trouve qu'on a eu des coureurs qui ont bien su faire passer ce qu'ils avaient dans la tête et dans le cœur. Et le troisième volet, j'allais dire, de ce côté humain, c'est évidemment la solidarité, qu'on a vu encore une fois vraiment illustrée de manière magistrale, hein, avec le drame qui est arrivé à Kevin Escoffier, mais qui en même temps a pu être sauvé. Et donc cette solidarité qui est le fondement de la course et qui est le premier axiome de toute course, c'est que quels que soient les événements, on doit solidarité aux autres marins qui pourraient se trouver en danger. Donc je trouve que en termes de valeur humaine, finalement, c'est aussi une course qui est très forte et qui marque les gens. Après, que vous dire, c'est que, comme le disait assez joliment un des coureurs, le Vendée Globe, c'est un emmerde par jour. Alors, quand c'est qu'un seul, ça va. Mais enfin, je pense que ça, on peut le partager avec beaucoup de métiers et beaucoup de gens. Simplement, la difficulté, c'est que voilà, on est tout seul pour résoudre notre emmerde par jour. Et qu'il faut, et là, c'est aussi beaucoup de travail sur la gestion des risques. Il faut avoir énormément travaillé en amont sur tout ce qui peut se passer, décortiquer tout ce qui peut se passer de difficile, avoir des réponses, avoir des plans A, des plans B, des plans C, avoir du matériel pour, avoir la formation pour, et voilà. Et donc après, être en capacité, moi ça m'est arrivé une fois ou deux, être en capacité d'agir quand ça ne va pas comme on veut, et de reclasser les priorités. Voilà, évidemment, normalement, on est là pour faire la course, mais il y a des fois où on est juste là pour amener le bateau quelque part. Voilà, c'est comme ça. Et puis, des fois, on est juste là pour survivre. Oui, c'est important aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi en permanence se reposer les questions. Donc, voilà. Et que vous dire pour conclure là-dessus, que c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté de participer à une course comme ça. C'est évidemment beaucoup d'engagement, hein, c'est au minimum 4 ans pour chaque course. Donc, vous voyez, il y en a qui le faisaient pour la 4e ou 5e fois. Donc, c'est l'essentiel de leur vie, en tout cas de leur vie professionnelle. C'est un engagement qui est très fort aussi vis-à-vis de ses proches, de sa famille. Voilà, c'est pas toujours très simple à manager, mais bon, ça fait partie des choses. Et ce qui est magnifique dans le Vendée Globe, c'est que tous les arrivants ont gagné. Et on le voit d'ailleurs, c'est la seule course que je connaisse au monde où même le dernier va être acclamé par une foule qui va venir. Enfin là, évidemment, en raison du Covid, ça a été un peu moins la foule, mais il y a toujours eu des gens pour venir accueillir tous les skippers à leur arrivée. Et cette année, d'ailleurs, on a eu la chance qu'il y en ait eu beaucoup et qu'il y ait eu un pourcentage de cas assez faible.
Et donc là, on voit vraiment s'exprimer cette chaleur humaine et je trouve que c'est bien parce qu'évidemment, l'objectif, encore une fois, c'est de gagner, hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais quand même, faire le tour tout seul, toute seule, c'est pas si simple que ça. Et voilà, et c'est quand même très gratifiant et ça fait vraiment plaisir quand on revient à terre de voir que voilà, qu'il y a du monde qui peut saluer en tout cas votre parcours et ce que vous avez fait. Donc, je trouve que cette édition a été vraiment très belle. Honnêtement, je trouve qu'il y avait beaucoup de bateaux engagés, ça pouvait faire un petit peu peur, hein, parce qu'on se dit, voilà, ça multiplie le nombre de problèmes, mais finalement, les bateaux étaient très près, parce qu'on a eu peu de casses, il y en a toujours, hein, c'est imparable, et surtout, on a eu une compétition absolument formidable, comme on n'a jamais eu, puisque jusqu'à la dernière nuit de course, on ne savait pas qui allait gagner. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel, c'est la première fois que ça se produit. D'habitude, à partir du Cap Horn, en gros, sur toute la remontée de l'Atlantique, ben voilà, il y en a un qui se détache, il a réussi à mettre un système météo d'avance entre lui et les autres, et puis après, il faut qu'il gère pour pas casser, mais en gros, les jeux sont à peu près faits, et là, les jeux ont été faits, encore une fois, la dernière nuit, et donc, il y a eu 8 bateaux en 24 heures, donc c'était complètement incroyable. Donc, il y a eu un rythme de course vraiment très soutenu, très, très belle course et qui va rester, je pense, dans les annales. Et puis, en plus, excusez-moi, mais moi, je suis rochelaise, donc je vais pousser mon petit cocorico, hein, c'est quand même un Rochelais qui a gagné. Et donc, on a Dame et le pion au breton, et forcément, forcément, ça nous procure un petit peu de plaisir. Voilà, je pense que peut-être on va garder toutes les questions pour la fin, peut-être. Oui. Donc, si après certains d'entre vous ont des questions sur ce Vendée Globe, il n'y a pas de problème. Je vais enchaîner donc sur les deux autres thématiques qu'on a retenues. Alors évidemment, on pourrait y passer des heures et des heures. La première chose, donc moi j'ai envie de traiter ensemble dérèglement climatique et perte de la biodiversité, d'abord parce que ces deux grands pans ont beaucoup d'influence l'un sur l'autre. Si on perd de la biodiversité, ça a une influence sur le climat, mais le climat évidemment a une influence extrêmement importante sur l'évolution de la biodiversité. Et je dirais que peut-être avec les problèmes de pollution, mais que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais qui sont aussi un gros souci, ce sont de toute évidence, et ça s'est imposé, et encore plus d'ailleurs depuis un an, comme le problème majeur de l'espèce humaine. Autant il y a 20 ans, 30 ans, malheureusement, on considérait que c'était soit une affaire de scientifiques, soit une affaire d'écolos. Malheureusement, les uns et les autres ont eu raison et nous n'avons pas collectivement, hein, autant dans nos sociétés, en particulier dans les sociétés développées, nous n'avons pas été en capacité d'apporter les réponses qu'on connaissait hein, et qu'on connaît depuis très longtemps, même si on peut en découvrir tous les ans des nouvelles, mais en tout cas, on n'a pas été capable de se mettre sur les trajectoires qu'il fallait. Pour tout un tas de raisons, parce qu'on n'y a pas cru, parce que c'était peut-être trop énorme, parce que les conséquences, quand on les regarde de près, de ces deux phénomènes sont tellement ahurissantes et tellement graves hein, pour nos sociétés humaines que c'est un peu plus facile de ne pas y croire, parce qu'on se dit, bon, allez, tout ça n'est peut-être pas vrai, tout ça n'est peut-être pas si grave, enfin, voilà. Et donc, je pense aussi qu'il y a eu, mais on pourra revenir là-dessus, une difficulté pour les gens de trouver leur place dans le système. Alors évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait un signal politique. On ne l'a pas eu pas assez fort et on ne l'a toujours pas assez. On n'a toujours pas assez fort. Et du coup, derrière, évidemment, les collectivités, les entreprises, les citoyens, tous les acteurs de la société ne sont pas entraînés, encouragés, et donc ils ont plus de mal à trouver leur voie. En gros, juste pour faire un petit panorama sur ces deux grands soucis, le dérèglement climatique, vous avez vu que aux accords de Paris, donc les scientifiques nous disent depuis très longtemps qu'à partir de plus de degrés de température moyenne de l'atmosphère par rapport à l'époque pré-industrielle,
on entre dans une ère absolument incontrôlable. Et je vais vous donner juste un exemple du côté incontrôlable, c'est qu'on entre à ce moment-là dans une fonte généralisée du permafrost. Le permafrost, donc cette terre gelée du Grand Nord, contient des milliards et des milliards de tonnes de méthane, et le méthane a un effet de réchauffement climatique 23 fois supérieur au gaz carbonique, au CO2. Donc, si on va trop haut dans le réchauffement climatique, on a ces tonnes de méthane qui se répandent dans l'atmosphère, et là, on est dans un emballement. Donc, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres, évidemment, de ces emballements. Et donc, les scientifiques nous disent depuis très longtemps, il ne faut pas dépasser les 2 degrés. Il vaudrait mieux pas dépasser 1,5 degré parce que ce serait plus facile à gérer, mais en tout cas, il ne faut pas dépasser 2 degrés. Or, on a déjà pris 1,1 degré. Donc, il ne nous reste plus que 0,9 degrés pour ne pas tomber dans l'irrationnel et dans l'incontrôlable. Ce qui est évidemment extraordinairement compliqué quand en plus nos sociétés sont fondées sur l'énergie et sur l'énergie fossile extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Parce que ce n'est pas en 5 minutes qu'on change d'énergie, ce n'est pas en 5 minutes qu'on change de process industriel, qu'on change de manière de consommer, etc. et de produire. Et donc évidemment, la fenêtre d'opportunité pour ne pas dépasser ces 2 degrés, elle est en train de se fermer. Clairement, si aujourd'hui nous n'agissons pas de manière extrêmement forte, alors la fenêtre d'opportunité sera fermée en 2025, en gros. Donc c'est très 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 bientôt. Donc on a très 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 peu de temps devant nous. Et il ne faut pas trop rêver sur l'ingénierie dont on parle de temps en temps, qui pourrait séquestrer du carbone, qui pourrait régler les problèmes. C'est absolument pas au point et c'est extrêmement complexe. 2, on ne sait pas si les effets ne seraient pas pires que le mal. 3, de toute façon, on ne pourrait déployer ces technologies, parce qu'on commence à y réfléchir et à y travailler, que sur plusieurs dizaines d'années. Donc, de toute façon, ça nous fait rater la marche. Ça peut être utilisé autant qu'on peut, parce qu'à un moment donné, on va essayer de faire feu de tout bois, mais on ne peut pas compter là-dessus en se disant, c'est pas grave, c'est un peu comme la pollution plastique, on ne peut pas, maintenant que le plastique est répandu dans tous les océans, on peut plus le récupérer, maintenant c'est trop tard, il y est, et il infecte la chaîne alimentaire et il infecte les hommes, donc, et on n'a absolument aucune méthode pour aller le rechercher, bien sûr. Donc notre solution, c'est d'arrêter d'en mettre. Donc la question climat, elle est fondamentale et on sait que derrière, c'est l'élévation du niveau des mers, la salinité des terres, les problèmes agricoles, les problèmes d'eau, les problèmes évidemment de dérèglement de la nature et de la biodiversité. Donc on a beaucoup de choses qui vont totalement bouleverser notre vie. Parce qu'on va mettre des millions de personnes et des centaines de millions de personnes à risque extrêmement fort, et que c'est un facteur de guerre, c'est un facteur de déplacement de population, on voit la difficulté que ça a, et c'est évidemment pas pour vous qui êtes des entrepreneurs ou qui travaillent dans le milieu de l'entreprise, c'est effectivement tout ce que vous n'aimez pas parce que c'est l'incertitude et c'est l'emballement de choses qu'on ne maîtrise pas. Or, évidemment, vous avez besoin quand même de pouvoir vous projeter à terme de quelques années et de pouvoir construire des logiques et le dérèglement climatique ne permettra pas ça. La question de la biodiversité, elle a longtemps paru plus accessoire. Elle est revenue depuis, je dirais, 2-3 ans sur le devant de la scène parce qu'elle commence à nous impacter. Et évidemment, la Covid en est un excellent exemple. Mais avant, on avait par exemple les autres pandémies qui sont, pour 60% d'entre elles, dues à des atteintes à la nature, avec un phénomène qui est maintenant extrêmement bien documenté. On va déforester pour, par exemple, mettre des terres agricoles, ou on va assécher des zones humides pour mettre des zones industrielles, ou que sais-je. En faisant ça, on va rapprocher les êtres humains de réservoirs naturels, c'est-à-dire d'espèces naturelles, qui sont des espèces sauvages. Tant qu'elles étaient relativement éloignées des hommes, ma foi, il y avait peu de chances qu'on échange des virus et des bactéries. À partir du moment où on coupe la forêt, on assèche les marais, on va un peu partout, d'ailleurs, on met les hommes en contact, on le met aussi dans les élevages industriels, par exemple, et à ce moment-là, on a 100% de chance de déclarer des pandémies à un moment ou à un autre.
Et c'est ce qu'on a eu, en gros, depuis la guerre. Je vous dis 60% des grandes pandémies depuis la guerre. Donc, Ebola, le MERS, le SRAS, le VIH, là, en ce moment, la Covid, sont toutes des pandémies qui sont dues à ça. Avec un virus qui était avant, qui vivait en symbiose avec des espèces qui étaient résistantes, donc il n'y avait pas de problème. Et puis à un moment donné, les hommes sont venus en contact de ces espèces et à ce moment-là, on était contaminés. Mais c'est un des exemples, évidemment, des problèmes liés à la perte de biodiversité. Il y en a une deuxième qui est extrêmement importante, c'est la question agricole. Les agriculteurs ont besoin de biodiversité, ils ont besoin de vers de terre, ils ont besoin d'abeilles, ils ont besoin de… Et il ne faut pas non plus imaginer qu'on va pouvoir tout produire hors sol et tout produire de manière complètement artificielle. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui à peu près 2,5 milliards à 3 milliards d'agriculteurs sur cette planète qui vivent de ça, de l'agriculture et de la petite agriculture, et puis que de toute façon, le côté industrialisé de l'agriculture a aussi des graves conséquences en termes de santé publique qu'on voit à travers la consommation de pesticides, de perturbateurs endocriniens et autres joyeusetés qui sont des véritables, pour le coup, pratiquement l'équivalent des pandémies, des véritables, on voit l'explosion des cancers et ce genre de choses. Donc depuis 2 ou 3 ans, la question de la biodiversité est revenue en force. Alors, on a eu la création de l'IPBES, le pendant du GIEC, qui nous a quand même alertés de manière, voilà, en rassemblant l'ensemble des scientifiques mondiaux sur ces sujets, en nous alertant, par exemple, sur le risque de disparition d'1 million d'espèces sur les 6 qu'on connaît, un certain nombre de choses, voilà, en nous fixant un peu les idées et puis en esquissant évidemment des pistes de solutions et de travail. Et puis, on a, alors ça aurait dû être en 2020 et ce sera fin 2021, voire début 2022, un grand événement qui va se passer en Chine qui s'appelle la COP 15. Donc les COP, vous savez, c'est ces rassemblements de tous les États du monde qui, sur des sujets, délibèrent entre eux et prennent un certain nombre de décisions. Il y en a 3 grandes. Il y a la COP climat, qu'on a bien connue à Paris, mais il y en a tous les ans, mais enfin voilà, on l'a bien connue à ce moment-là. Il y a donc la COP biodiversité, puis il y en a une qui est moins connue, qui est la COP désertification. Mais donc, cette COP-là, la COP 15 pour la biodiversité, va être particulièrement importante parce que des engagements vont être pris du même type que ce que les pays ont fait à Paris pour le climat. C'est-à-dire qu'on va demander aux pays, mais aussi aux institutions, mais aussi aux entreprises, mais aussi aux citoyens, à travers leurs organisations, de prendre un certain nombre d'engagements pour éviter l'érosion de la biodiversité. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, l'érosion de la biodiversité, le WWF que je représente étudie ça depuis 40 ans. Et en 40 ans, nous avons éradiqué 60% des vertébrés de cette planète. Je parle des vertébrés sauvages, bien sûr, et pas des vertébrés d'élevage, ça c'est un autre sujet. 60%, c'est monstrueux. Sur cette logique-là, il n'y a plus une bête nulle part aux horizons de 2050-2060. Donc, c'est absolument pas possible pour nous les humains parce que nous avons besoin de ces espèces, nous avons besoin des écosystèmes, nous avons besoin d'une planète en bonne santé pour pouvoir nous-mêmes y vivre de manière à être nous-mêmes en bonne santé et capables de se livrer à un certain nombre d'activités économiques ou autres. Donc, c'est vrai que ces constats, ils sont très forts et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir les éviter. Maintenant, les solutions, et c'est ce que WWF essaye de promouvoir, bien sûr, notre rôle d'ONG, c'est d'abord, on est une organisation qui est basée sur la science, donc c'est de faire des études scientifiques sur tous ces sujets-là, de manière à avoir des données qui soient vérifiées, sérieuses, sûres, et de pouvoir dire, voilà, ce n'est pas une opinion, c'est pas parce que je pense que je trouve ça sympa ou pas, c'est parce que je mesure, comme on le fait par exemple sur les vertébrés sauvages. Depuis 40 ans, on mesure les populations de vertébrés sauvages, donc on est en capacité de donner ces chiffres-là. Après, un des grands rôles du WWF qui vous concerne peut-être un peu moins à ce stade-là, mais qui est très important parce qu'il est historique, c'est de protéger en particulier la biodiversité,
mais aussi tout ce qui peut être sur la protection du climat, enfin la stabilisation du climat. Donc, ça va de choses extrêmement variées, de notre implication dans un certain nombre de parcs marins ou terrestres partout dans le monde, à des politiques avec les populations locales pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent vivre au milieu de la nature et sans que ça pose de problème. Mais ça passe aussi donc par notre participation à toutes ces grandes conférences internationales, par le fait qu'on va faire du lobbying auprès des États pour qu'ils prennent les mesures, les lois et les mesures qu'il faut pour protéger leur biodiversité, et puis aussi vis-à-vis des entreprises pour qu'elles incluent ça dans leur modèle et dans leur process de production, non pas comme une bonne action qu'on va faire une fois de temps en temps, mais vraiment au cœur de leur problématique. Et ça, pour le climat et pour la biodiversité. Et donc, c'est le troisième grand pilier du travail du WWF, qui est en fait de faire changer. Puisqu'on part du constat que ce n'est pas possible de continuer comme on le fait, et ben, il faut s'attaquer au changement. Et nous, notre méthode, elle est assez pragmatique. Et c'est la méthode qu'ont mis au point l'ensemble des WWF du monde, puisqu'on est présent dans un pays sur deux. C'est de travailler avec les acteurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Et pas simplement dire il y a les gentils et les méchants. Voilà. Parfois, ça peut être utile et on peut le faire, de dénoncer quelque chose qui est inadmissible. Mais dans la quasi-totalité des cas, on va plutôt travailler au contact des différentes entités. Donc, on va travailler avec les pouvoirs publics, on va travailler avec les collectivités locales, on va travailler avec les citoyens et on va travailler avec les entreprises pour être en quelque sorte des accélérateurs de changement. Ce qui veut dire, si je développe un tout petit peu plus sur les entreprises, aujourd'hui au WWF France, on doit, en ce qui concerne les grandes entreprises, on doit travailler avec un bon tiers des entreprises du CAC 40, et puis avec un certain nombre de grosses PME qui ne sont pas au CAC 40, et puis avec un club de petites entreprises, pour le coup. Et à chaque fois, le process est à peu près le même. On va aller discuter avec eux, d'abord pour évaluer leur vraie envie de changer, parce que ce n'est pas la peine qu'on se fatigue si c'est juste pour faire de la com. Ensuite, évaluer avec eux où est leur empreinte maximum, carbone, enfin CO2 et biodiversité. Donc, essayer d'analyser leur process à tout niveau et puis se dire, ben là, là, il y aurait quelque chose vraiment à faire qui serait efficace. Et puis après, voir avec eux comment on les accompagne éventuellement pour ce changement, comment est-ce qu'on est les garants, comment est-ce qu'on est, nous, un peu la mouche du coche aussi, et comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que de développer des outils, de créer des synergies, de mobiliser, ça peut être de mobiliser le personnel, mais de créer aussi des synergies dans la chaîne de production, par exemple, ou dans la chaîne d'approvisionnement, enfin voilà, modifier les produits, enfin tout ce qu'on peut imaginer de faire pour mobiliser les entreprises. Alors, je vous dirais que ce travail-là, moi, j'ai été donc pendant plus de 10 ans présidente du WWF. Là, je viens de céder la présidence, je suis présidente d'honneur. C'est vraiment quelque chose qui monte énormément en puissance. Et franchement, il y a encore 5 ans, il fallait un peu prendre son bâton de pèlerin et en gros, on était un peu les casse-pieds de service. Qu'est-ce qui viennent nous embêter, tout va bien et nous, on a l'œil rivé sur, sur les indicateurs économiques. Le reste, ça ne nous concerne pas. Et on a bien vu, et je pense que la Covid a été d'ailleurs une sorte de forme d'accélérateur, on a quand même bien vu que toutes les entreprises commencent à prendre cette chose-là extrêmement au sérieux, y compris dans le secteur de la finance, et je pense que vous le savez, tous les débats autour de la finance verte et tout ce qui est en train de se mettre en place petit à petit commence là aussi à arrêter d'être marginal. Donc on est en train de recentrer les choses, c'est urgent, il fallait vraiment le faire.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est plus en situation d'être appelés, en quelque sorte, qu'on vienne nous demander un coup de main ou une réflexion, que d'essayer de faire pardonnez-moi l'expression, la tournée des popotes. Donc bah, tant mieux. On essaye de répondre au maximum. On est dans une course de vitesse, clairement. Ça peut peut-être boucler la boucle avec le Vendée Globe. Il faut aller vite. Il faut aller le plus vite possible et pour ça, il faut être obnubilé par ça. Je peux vous dire que quand vous faites un Vendée Globe, si pendant 10 minutes, vous ne pensez pas à la course, eh bien, vous avez perdu 10 minutes. Parce que c'est le jour et la nuit et c'est tout le temps et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'il faut qu'on ait le même genre d'attitude vis-à-vis de ces deux grands sujets et que j'ai pas de boule de cristal, mais voilà, je pense que de toute façon, il faut y aller et autant en faire un argument positif, autant en faire un argument de développement, un argument d'anticipation, puisque de toute façon, il faut y aller plutôt que d'être à la traîne et se retrouver après marginalisé parce que d'autres auront peut-être saisi cette balle-là plus rapidement. Voilà, je pense que j'ai déjà parlé assez longtemps et je suppose que ça évoque évidemment beaucoup de questionnements chez vous, donc je serais ravie d'y répondre. Je crois qu'on a une vingtaine de minutes à peu près pour échanger. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a une main qui se lève de quelqu'un qui s'appelle Olivier, donc on va peut-être… Mélange, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Voilà. Bah, moi, je suis un peu… Bon, je suis vos actions, je suis les actions de différentes organisations qui essaient de lutter justement contre le réchauffement climatique, la sauvegarde, qui essaie de lutter pour la sauvegarde de la biodiversité. Moi, je suis un peu pessimiste parce que je ne vois pas beaucoup d'actions des pouvoirs publics, depuis longtemps d'ailleurs, parce que chaque année, on fait un peu les mêmes constats alarmants. Je vais prendre deux exemples. Il y a eu le problème des néonicotinoïdes. Hein. On parle de biodiversité et là, d'un seul coup, les betteraviers sont bien entendu mis en avant et on préfère l'extinction des abeilles plutôt que d'essayer de trouver une solution avec les betteraviers. Et puis, bon, il y a aussi quelque chose qui au niveau de la France, en tout cas, je sais que le budget carbone a déjà été dépassé depuis 17 mars en France. Donc là, c'est pareil. On peut dire qu'on a des bons discours, des grands discours, mais en action, je ne vois pas vraiment beaucoup d'action et ça m'alarme. Hein. Je suis un peu alarmé par ce qui se passe et le peu d'intérêt qu'on peut porter à la fois à la biodiversité. Vous parliez tout à l'heure, je ne parle pas des problèmes de forêt, de surexploitation. Olivier, pardon. Quelle est votre question? Parce qu'on a… La question, c'était, j'aimerais savoir ce que pense Isabelle Autissier, justement, par rapport à la politique menée par le gouvernement français et les pouvoirs publics. Parce qu'en France, on ne voit pas vraiment de résultats. Alors, j'irai exactement dans votre sens. Elle est absolument et totalement insuffisante. Et là, je peux parler pas seulement avec ma casquette WWF, mais aussi avec ma casquette Conseil économique, social et environnemental, où là, on est quand même une assemblée qui comprend des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des ONG, voilà. Donc, on peut dire qu'on a une position plus débattue et mesurée. Et par exemple, sur la loi climat qui arrive au Parlement en ce moment, on a rendu un rapport en disant que c'était totalement insuffisant, que effectivement, alors vous parliez des néonicotinoïdes, évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on fait des cadeaux électoraux à certains groupes de population, sans savoir d'ailleurs s'ils vont vous le rendre, sur le dos en quelque sorte, sur le dos de tout le monde, parce qu'au final, ces dérèglements vont toucher tout le monde. C'est vrai que ça peut paraître un peu, je vous dirais bien que ça me réveille la nuit moi aussi, hein, des fois, et je me dis mais bon sang, voilà. Alors il faut quand même, si vous voulez, pour faire simple, je pense que notre avenir est ni tout noir ni tout blanc. Maintenant il va être gris, c'est sûr, mais il peut encore être gris clair ou gris foncé. Il peut être, et ça, en tout cas dans les démocraties, on peut encore essayer de se mobiliser pour, je ne sais pas, ce qu'on a vu par exemple, c'est intéressant ce qu'on a vu aux élections municipales. Moi, en tant que représentante d'ONG, je n'ai pas donné de consigne de vote, mais enfin,
je vois quand même que toutes les grandes villes françaises sont passées écolo. Et que ça, c'est quand même bien un signal donné, d'ailleurs qui embête bien, à mon avis, le président, c'est quand même un signal donné en démocratie de gens qui disent, bon, bah, stop, maintenant, arrêtez de bavarder et agissez. Et la deuxième chose, c'est que moi, je crois aussi beaucoup à l'action. Alors, c'est vrai que l'action de l'État, elle est déterminante. Mais il y a des actions qui sont très fortes, qui peuvent être extrêmement constructives et comment dire, et donner un cadre, c'est les collectivités locales et les entreprises. Une collectivité locale, elle intervient sur la vie des gens, sur beaucoup d'aspects de la vie des gens, et elle intervient de manière forte. On le sait tous les uns et les autres, hein, selon la façon dont est gérée notre ville ou notre campagne. Voilà. Donc, elles ont un vrai pouvoir de faire changer les choses. Par exemple, sur le climat, mais même sur la biodiversité. Deuxièmement, les entreprises, elles ont une action considérable. Il y a des milliards et des milliards de produits et de services qui sont échangés tous les jours. À partir du moment où les entreprises se mobilisent et disent bah, maintenant on ne fait pas, on fait B, et on voit souvent des entreprises qui effectivement sont en avance parfois sur l'État et sur la loi. Donc je suis pas, et puis on voit quand même des citoyens qui se mobilisent de plus en plus, qui essayent un peu de changer leur vie, même si c'est compliqué. Mais donc je suis pas complètement défaitiste. Enfin, c'est pas mon genre d'être défaitiste, mais vous l'aurez compris. Mais de toute façon, quel que soit notre point de vue là-dessus, est-ce que ça avance assez vite, pas assez vite? La réponse est de toute façon la même. Il faut se battre et il faut avancer plus vite. Voilà. Donc ça change pas tellement. Moi, ça change pas ma vie finalement. Je lui dis, ça peut me réveiller la nuit, mais le matin, je repars au combat parce que de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Non, au contraire, c'est passionnant. Il y aura le problème de l'eau aussi. Hein, mais... Absolument. Le problème de l'eau va être un des facteurs de guerre, certainement, et commence à être un facteur de tension internationale, mais l'eau en quantité et l'eau en qualité. Ouais. Vous savez que chacun d'entre nous, aujourd'hui, dans nos sociétés développées, nous consommons une carte de crédit par semaine. C'est-à-dire que nous absorbons 5 grammes de plastique par semaine, sous forme de microplastique, et en particulier par le biais du vecteur de l'eau, puisque l'eau maintenant est totalement contaminée, même les embruns marins. Moi, quand je vais un jour de tempête respirer les embruns, je respire du plastique. Donc oui, la question de l'eau en qualité et en quantité va être un des grands sujets, et le dérèglement climatique fait qu'on va se retrouver avec des endroits où il y en aura plus du tout et des endroits où il y en aura beaucoup trop. Donc dans les deux cas, ça va être compliqué à gérer. Alors moi, j'avais une question pour vous, peut-être Isabelle. J'ai eu la chance de lire le livre que vous aviez écrit avec Éric Orsena, Passer par le Nord. Il avait été un choc pour moi parce que j'avais grandi, vous aviez montré et partagé votre expérience à la voile, de passer par le nord de la Russie, alors qu'on a tous dans notre imaginaire l'idée que jamais ça n'avait été possible par le passé. Et je voudrais juste et au-delà du choc de l'expérience, c'est de comprendre ce que ça vous avait inspiré sur la vitesse à laquelle les choses bougeaient dans des contrées qui, depuis des milliers d'années, étaient toujours totalement prises par les glaces. Voilà, puisqu'on parlait à l'instant du réchauffement climatique, c'en est une des manifestations les plus spectaculaires. Oui, alors ça m'inspire deux choses. La question de l'espace et la question du temps. La question de l'espace, parce que c'est vrai que, par exemple, ces côtes russes, c'est les 2/3 du cercle polaire à peu près, hein, sont des étendues absolument gigantesques. Et donc, quand on se balade là-dedans, on a l'impression que c'est immuable. Parce que c'est tellement grand à notre petite échelle, à nous, d'humains, que c'est un peu comme l'océan. On se dit, oh là là, c'est tellement grand que ça ne va pas changer comme ça. Et de fait, finalement, la planète Terre est une toute petite planète.
Et donc, même si à notre échelle, à nous d'humains, ça nous paraît immense, en fait, c'est pas si immense que ça. Et les phénomènes, vous l'avez dit, la question de l'évolution du Grand Nord est extraordinairement problématique, à la fois sur l'influence que ça va avoir sur les courants marins, donc éventuellement sur le courant le Gulf Stream, qui nous fait quand même une température assez équilibrée, mais aussi sur la biodiversité, donc sur la pêche par exemple, ou sur d'autres choses. La deuxième, c'est effectivement la question du temps. Et là aussi, vous l'avez souligné, on a l'impression que c'est de toute éternité, mais non, c'est notre éternité à nous, elle se résout en quelques dizaines d'années. Par contre, ce qui est assez ennuyeux avec ce genre de phénomène, et d'ailleurs on le voit aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, c'est que la nature, elle avance par seuil. Et le meilleur exemple que j'aime bien, c'est que quand vous avez de l'eau et que vous la refroidissez, jusqu'à 0,1 degré, elle est liquide, et tout d'un coup, il y a un seuil, à 0 degré, elle devient solide. Et dans la nature, on trouve plein de phénomènes comme ça, qui marchent par seuil. Une fois qu'on a passé le seuil, c'est compliqué de revenir en arrière. Et donc, c'est le cas, par exemple, sur la glace en ce moment en Arctique. On a passé le seuil. Vraisemblablement, on a passé le seuil. Et donc, l'Arctique va vraisemblablement, d'ici 2040-2050, on pourra traverser directement par le pôle Nord. C'est-à-dire qu'il y aura, en été, en tout cas, plus de glace au pôle Nord. Donc, ça veut dire d'ailleurs pour les Russes, c'est pas une bonne nouvelle parce que eux, ils espèrent plutôt que les gens vont aller chez eux, mais s'ils peuvent passer direct, ça ira encore plus vite et puis ils ne seront pas embêtés avec les Russes. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est compliqué à gérer pour nous les humains, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont à l'œuvre et on ne les voit pas tout de suite. Et souvent, parfois, quand on les voit, c'est trop tard parce qu'on ne peut plus le rebasculer. Quand vous faites cuire un œuf, il est cuit. Vous ne pouvez pas le remettre dans sa coquille avec le blanc et le jaune, il n'y a pas de phénomène, vous ne pouvez pas faire ça. Donc voilà, donc c'est un peu cette question que m'évoque la rapidité et l'ampleur des phénomènes dans le Grand Nord. Bonsoir, Bonsoir. Sébastien. Bonsoir à tous. Merci pour votre intervention, c'est passionnant. Là, je voudrais réagir à un premier aspect, c'est que je vous rejoins totalement sur le fait qu'il ne faut certainement pas tout attendre des pouvoirs publics et que les entreprises et la prise de conscience dans les entreprises, je pense, est réelle. Et on le voit aujourd'hui dans beaucoup de conseils d'administration, le sujet environnemental et l'impact carbone commence à être un vrai sujet de débat, et toutes les grandes entreprises du CAC 40, du SBF 120 aujourd'hui se dotent d'objectifs qui sont réels et impactants. Pour autant, tout à l'heure vous évoquiez 2025. 2025, c'est juste demain. Oui. Donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que le sujet, c'est tant de se dire il faut absolument qu'on n'arrive pas à dépasser les 2 degrés, ou est-ce que c'est de se dire de toute façon, il y a un moment donné, on va dépasser les 2 degrés. Et donc, le sujet, c'est plus de travailler aujourd'hui à comment nous, humains, on s'adapte finalement à la situation à venir pour qu'on puisse continuer à vivre correctement dans notre environnement. Alors, merci de cette question. Évidemment, il faut faire les deux. Il faut essayer d'empêcher trop de réchauffement et de commencer déjà à s'adapter. Vous savez, chez moi à La Rochelle, on a des plans de prévention des inondations parce que là, en ce moment, ils sont en train de faire les travaux dans le Vieux-Port parce qu'on sait qu'après, d'ici quelques années ou dizaines d'années ou plus, la marée haute va dépasser le niveau actuel du port, quoi. Et donc voilà. Donc bien sûr, il faut s'adapter et en même temps, il faut faire les deux. Il faut essayer d'empêcher. Franchement, chaque dixième de degré qu'on va empêcher de monter, ça va être du temps de gagner et ça va être un problème un peu moins grave. Donc, il faut quand même absolument s'accrocher à l'idée et à faire d'empêcher que ça dérive de trop. Peut-être qu'une espèce qui aujourd'hui nous paraît insignifiante et qu'on laisse disparaître, peut-être qu'elle recèle une protéine qui va nous permettre de faire un médicament, etc. Donc, je pense que vraiment, il faut faire les deux. Mais évidemment, plus
plus on aura de dérèglements, plus la réponse d'adaptation va aussi être complexe. Elle va demander des centaines de milliards qu'on n'aura peut-être pas, elle va demander du temps qu'on n'aura peut-être pas. Donc, moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que ça va être la fin du monde, mais c'est une éventualité, la fin du monde des vivants, la fin du monde des humains, la fin de nos sociétés, de l'organisation de nos sociétés humaines telles qu'on les a conçues depuis quelques milliers d'années. C'est possible. C'est possible parce qu'à un moment donné, si ça nous dépasse trop, on ne saura plus faire. Parce qu'on n'aura plus le temps. Je trouve que cette pandémie, c'est un bon exemple. Tout d'un coup, en quelques semaines, on ne pouvait plus sortir de chez nous et on ne pouvait plus rien faire. C'est quand même ahurissant. Il y a plein de scientifiques qui l'avaient décrit ça, très précisément. Si vous prenez, il y a un rapport de l'ONU de 2005 qui dit exactement pandémie à partir du coronavirus, à partir des chauves-souris en Chine méridionale et après avec extension au monde entier. Donc bon, sauf que tout ça a été passé dans un rapport de l'ONU qui a dû être enterré quelque part. Tout d'un coup, ça nous est arrivé et là, on n'était pas prêts. Hein. Et là, quand même, ça nous coûte cher et c'est compliqué. Donc voilà, je ne veux pas faire trop long là-dessus, mais de fait, tout ce qui va dans le bon sens, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation, ça va être sacrément utile. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui parle avec beaucoup d'écho. Allez-y, monsieur. Je vais essayer de parler. Non, c'est bon. Pardon. Là, vous Et là, êtes... c'est mieux, là? Je ne sais pas, il y a peut-être un retour à arrêter ou quelque chose, je ne sais pas. Je vais essayer. Non, ça marche pas. En fait, il y a 2 comptes ouverts pour S Legrand. Ah, il y a 2 comptes. Ah, sinon, vous pouvez écrire votre question dans le fil de discussion. Stéphane, peut-être que tu as 2 micros ou 2 haut-parleurs en marche ou en même temps. D'accord. Oui, je vais essayer de résoudre le problème. Pardon. Stéphane, ce que je te propose, c'est écrire un peu ta question à l'écran pendant que moi, je voudrais dire 2 choses à Isabelle Autissier. D'abord, je coule sous les SMS là-dessus, donc c'est au risque de vous faire rougir, une jeune fille que vous êtes, c'est bon signe, ça montre que ce sont des sujets qui nous prennent aux tripes et qui sont passionnants. Voilà, donc, première chose, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le temps de tout couvrir ce soir, mais ce que je reçois comme message, c'est si vous l'acceptiez, on va réfléchir sur une occasion de pouvoir vous redonner la parole et vous faire intervenir parce que je pense qu'on est à peu près au quart de la moitié du 10e. Absolument, et malheureusement, on est presque à la fin de la conférence. Donc... Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps. Je sais à quel point vous êtes surchargé et engagé. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre, d'avoir pu venir partager avec nous ce moment et ces réflexions. Évidemment, vous êtes la bienvenue pour rester avec nous sur la dernière partie du Club des entrepreneurs. C'est toujours intéressant d'entendre des entrepreneurs parler de leurs expériences et vous verrez, il y en a un d'entre eux qui va vous parler de choses qui vont vous toucher, de dépollution des sols, et qui a construit le champion français dans ce domaine. Mais voilà, donc moi je vous dis encore une fois merci et surtout, je l'espère, si vous le voulez bien, à très bientôt avec la magie et la grâce de Sylvie Abbé qui arrive à vous convaincre des choses les plus extraordinaires.
Écoutez, merci à toutes et à tous. Oui, peut-être une prochaine fois un petit peu plus convivial. Hein. Si on Oui, pouvait se voir, ce serait pas mal. Mais oui, bon, exactement. je vais rester peut-être une petite dizaine de minutes, mais figurez-vous que j'ai un rendez-vous impromptu pour aller me faire vacciner ce soir. Donc, Vous avez de la chance. donc j'ai rendez-vous à 7h30 pour aller me faire vacciner. Donc, je vais rester une dizaine de minutes, vous écouter avec plaisir. Mais ensuite, écoutez, oui, on verra si on peut trouver d'autres occasions de se retrouver. En tout cas, merci de votre écoute et puis merci de vos questions. Et surtout, allez-y, allez-y. La balle est dans votre camp aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci encore, Isabelle. Je voudrais donner la parole à Aloïs de Fontaine, qui est un jeune et brillant associé de Nextech. Aloïs est chez Nextech depuis 2008. Il est passé associé l'été dernier, comme bien petit et Michael Strauss-Kahn. Et pour parler de l'expérience de l'accompagnement d'une entreprise brillante, emmenée par Stéphane Riouet au travers de Soléo. Voilà. Aloïs et Stéphane, the floor is yours. D'accord. Bon, alors merci et bonjour à tous. On va essayer d'être aussi passionnant que l'intervention d'Isabelle. La pression est là. On va vous parler effectivement de notre investissement dans Soléo, qui avait été réalisé il y a maintenant 4 ans et sur lequel on est sorti en cédant le groupe Soléo à un acteur français pour constituer le leader français de la dépollution des sols et des eaux. Alors, c'est un investissement qu'on a fait chez Nextech, notamment avec aussi Arthur Vignerat, je crois, qui nous écoute. Et Stéphane n'est pas tout seul, il est accompagné également de ses cofondateurs qui sont Mickaël Lemaire, Patrick Fillon et Christophe Chêne, qui sont également avec nous aujourd'hui. Donc, j'en profite pour les saluer. Donc, peut-être avant que Stéphane présente le groupe et le parcours qu'il a pu avoir à nos côtés pendant la période où on l'accompagnait, vous expliquer pourquoi nous, chez Nextech, on avait identifié Soléo et on avait souhaité avancer et réaliser ce dossier. Tout d'abord, et je pense que je vous surprendrais si je ne vous disais pas que c'était pour la qualité des entrepreneurs. Thème cher à Nextech qu'on a identifié au cours des rencontres. On a pu apprendre à les connaître. C'est des entrepreneurs qui expliqueront leur parcours, mais qui ont souhaité à un moment quitter le monde d'un grand groupe pour créer leur propre aventure et créer en 10 ans, au moment où on est rentré, un acteur qui faisait déjà près de 13 millions de chiffre d'affaires. Alors vous voyez que sur la slide, ils ont encore doublé ce montant dans les 4 années qui ont suivi, et ils vous expliqueront comment. Un autre élément extrêmement important qui nous avait motivé chez Nextech, je pense que si vous connaissez Grégoire, vous avez entendu parler des 4 tendances qui animent notre politique d'investissement. En l'occurrence, il y en avait une qui était très présente, qui est celle de la croissance verte, dans laquelle on croit beaucoup. Et Soléo, à l'image d'autres investissements, et ça on rebouclera avec un peu plus tard avec Julien, notamment sur la partie ESG, dont on parlera en fin de ce séminaire. Soléo s'inscrit parfaitement dans cette tendance-là, en étant capable, si ce n'est de résoudre des problèmes, l'ensemble des problèmes qu'on a évoqués en première partie avec Isabelle, mais en tout cas d'en limiter les effets, notamment sur les conséquences de la pollution dans le sol et les eaux. Et pour nous, c'était assez important de pouvoir inscrire, on va dire, chez Nextech notre pierre sur ce sujet-là. Un autre élément important qui était structurant et qui était la qualité de l'expertise technique du groupe. Ils ont leur propre bureau d'études et ils ont su démontrer de manière brillante, et c'est notamment ce que l'acquéreur industriel est venu chercher ces 6 derniers mois en réalisant l'acquisition de Soléo. Ils ont su montrer qu'ils étaient parmi les meilleurs sur leur marché. Et enfin, pour parler un petit peu du sujet de manière un peu plus pragmatique en tant qu'investisseur, c'est une opération qui nous a plu également parce que c'était à l'image de ce qu'on a l'habitude de faire chez Nextech, c'est-à-dire des accompagnements d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément ouvert leur capital auparavant. Donc on appelle ça une opération primaire dans notre jargon. Qui souhaitaient pouvoir sécuriser une partie de leur patrimoine, mais surtout se relancer dans le cadre d'un challenge entrepreneurial. Et c'était important parce qu'ils avaient déjà fait une première étape de leur vie d'entrepreneur. Et ce qui était important pour eux, c'était justement de pouvoir se remettre en risque
avec un plan qui était assez clair. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. Le plan de départ n'est pas toujours celui qui est respecté. Alors parfois ça va plus vite, parfois ça va moins vite. Là, étonnamment, le plan s'est déroulé. C'était de pouvoir élargir le maillage du groupe en région en ouvrant des agences, mais en étant capable d'élargir le périmètre d'intervention et de développer un centre de traitement des terres en propre. Alors ils l'ont fait en JV avec un acteur, mais effectivement le cahier des charges a été respecté. Donc je pense qu'après cette première introduction, c'est probablement le moment de donner la parole à Stéphane pour qu'il nous explique un petit peu plus précisément ce que fait le groupe et comment il a vécu cet accompagnement qu'on a vécu à ses côtés pendant ces 4 années. Donc Stéphane, si tu es avec nous, c'est le moment. Ok. Magnifique. Bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord essayer de… Merci à Loïs pour cette introduction. Tu as déjà dit pas mal de choses, mais on va essayer d'être un petit peu plus précis. Donc, Soleo Service, en fait, c'est une société donc, qui fait de la dépollution des sols et des eaux souterraines. Donc, c'est une belle transition avec je dirais, la présentation précédente d'Isabelle. On contribue à sauver la planète, une modeste contribution, mais aujourd'hui, effectivement, on dépollue les sols et on dépollue les eaux souterraines. Donc, Soleo, c'est une société qui a été créée en mai 2005 donc, par quatre personnes donc, qui sont aujourd'hui Michael Lemaire, donc Patrick Fillon et Christophe, qui sont, je pense, connectés aussi ce soir. Je dirais que la réussite de Soleo, c'est cette équipe de 4 personnes qui est totalement, je dirais, indissociable depuis le début. Donc, tous les 4, ça fait même plus longtemps, puisque avant, dans notre précédente vie, on travaillait déjà ensemble. Donc, on aura presque accompli toute notre carrière professionnelle ensemble. Donc, en fait, on est tous les 4 issus d'un grand groupe de services, en l'occurrence le groupe Suez, donc qui nous, dans notre première vie, qui nous a servi fortement pour créer notre société. Alors, on est tous de formation technique à la base, donc on est, je dirais, autodidacte sur la gestion de l'entreprise. On n'est pas des financiers, on n'est pas des gestionnaires au départ, on n'est pas des commerciaux, on est tous les 4 de formation technique. Donc ça, c'est important, mais on a une bonne complémentarité entre nous, et ce qui nous a permis, je pense, d'arriver à cette réussite. Alors aujourd'hui, notre métier, la dépollution des sols et des eaux souterraines, ça consiste en quoi rapidement? C'est grosso modo, donc on a trois techniques majeures de dépollution. Des techniques les plus simplistes, c'est-à-dire qu'on va excaver les sols donc, sur des friches industrielles essentiellement, et on va les évacuer vers des centres de traitement de terre où on va traiter ces sols. C'est la technique, je dirais, la plus facile et la plus concurrentielle. Il n'y a pas forcément de forte valeur ajoutée sur cette technique. Par contre, sur les techniques suivantes, techniques sur site ou in situ, ce sont les techniques qu'on a le plus développées chez Soleo au travers notamment d'une R&D et puis je dirais d'une innovation permanente qui était au cœur de notre projet. Donc les traitements sur site, donc on va excaver les sols, mais on va les traiter sur l'enceinte du site et après on va les remettre en place. Et les traitements in situ, c'est la technique la plus complexe, où là en fait on va pas excaver les sols, mais on va les traiter en place, c'est-à-dire qu'on va, par différentes techniques de dépollution, qui peuvent être des techniques par voie biologique, par voie physique, par voie chimique ou par voie thermique, dépolluer les sols donc sans les excaver. Donc, c'est des techniques qui sont plus light et qui sont au final moins coûteuses pour le client. Et notamment, un des derniers exemples de technologies qu'on a développées vraiment en interne, c'est ce qu'on appelle la désorption thermique in situ. Donc, on va chauffer les sols en l'état, hein, et on va désorber les polluants et récupérer les polluants, les filtrer sur
sur charbon et récupérés ou sur des systèmes spécifiques, ce qui va permettre donc de dépolluer efficacement les sols. Et en parallèle, on a aussi le traitement des eaux souterraines, qu'on fait par des techniques effectivement un petit peu similaires. Alors aujourd'hui, nos clients sont essentiellement une clientèle industrielle, hein, c'est beaucoup de grands comptes. Total, dont on a parlé, est un grand client et évidemment Total pollue, mais Total dépollue aussi, puisque c'est aujourd'hui quasiment le plus gros donneur d'ordre en France en termes de dépollution de sol. Mais on a également la plupart des grands acteurs français, hein, qui sont au 440, qui sont nos clients, donc PSA, Renault, Sanofi, c'est Schneider également, électrique, avec qui on fait une très grosse opération actuellement. C'est aussi les grands groupes institutionnels, EDF, la SNCF. Donc, pour notre PME, c'est essentiellement ces grands comptes. Donc, en 2021, Soleo, c'est 7 agences régionales, un site de traitement de terre en Alsace et 60 collaborateurs. Donc, le tout, ça, c'est un développement qui s'est fait en 15 ans d'activité. Donc, avec une concurrence quasi exclusive de PME, mais toutes filiales de grands groupes, du déchet et du BTP. Il y a de très rares indépendants. Soleo était un des seuls, je dirais, indépendants sur ce marché de la dépollution des sols. Donc, voilà. Et Stéphane, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de nous dire comment tu as vécu l'accompagnement de NextEdge pendant cette période et notamment pourquoi tu as choisi une sortie industrielle. Je pense que ça peut être des éléments qui pourraient être inspirants ou pas pour un certain nombre d'autres entrepreneurs du portefeuille. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc on a eu une première vie, je dirais, Soleo jusqu'en 2005 à 2017. On est de formation technique, donc a priori, on regardait un petit peu de loin les investisseurs financiers. C'était pas trop notre tasse de thé, on va dire. Et puis, en fait, il y a eu un concours de circonstances où en 2017, on s'est dit effectivement peut-être que on pourrait un petit peu déjà à minima profiter de tout le travail accompli. Et puis, par là même, se remobiliser pour une deuxième carrière avec, je dirais, un moteur, en l'occurrence, faire rentrer un investisseur financier. Alors, on a franchi le pas en 2017 avec l'entrée de NextEdge. Donc, on avait fait on avait sollicité pas mal de candidats. Et déjà à l'époque, on avait eu une offre de belle qualité. Et puis, comme on aime chez nous, on est des humains, on fonctionne beaucoup à l'humain. On avait eu un très très bon premier contact avec Nicolas, Loïs et puis Arthur qui avaient fait le rendez-vous, et ça avait déjà fait basculer un peu notre choix. Et donc en 2017, à l'entrée de NextEdge, Soleo, c'était à peu près 13 millions de chiffre d'affaires pour un résultat à peu près de 600 KE à peu près à l'époque. En 2021, donc 4 ans après, c'est 25 millions et à peu près 2,5 millions de résultats. Alors, ce qui a été intéressant dans la démarche, c'est que je dirais qu'on arrivait à une époque un petit peu charnière où on avait un petit peu une vision stratégique, mais sans être vraiment appliqué. On avançait un petit peu, on passait les années, on se développait, mais sans réelle vision stratégique. Et NextEdge nous a vraiment apporté ça, c'est-à-dire que on a mis en place une vraie stratégie de développement, un plan de développement derrière, et qu'on a clairement, comme le disait Loïs, qu'on a parfaitement suivi. On a été très actif par rapport à ça, et ça, c'est quelque chose qui est important. Je dirais qu'il y a eu cette motivation du fait d'un nouveau partenaire,
qui nous a permis de suivre ce programme de développement. Et effectivement, bon, le programme s'est avéré particulièrement pertinent puisqu'on a complètement mis en place ce programme, à savoir l'ouverture de nouvelles agences, l'ouverture d'un centre de traitement, chose qu'on n'aurait probablement peut-être pas fait aussi bien et pas suivi aussi bien si on était restés tous les 4. Ça, c'est quelque chose de clair. NextEdge aussi bon, avait un œil extérieur, c'est-à-dire que bon, on était tous les 4 dans la technique et tous les 4 un peu le nez dans le guidon, on va dire, en permanence. L'avantage aujourd'hui d'avoir un œil extérieur, ça permet un peu de sortir un peu de son quotidien et puis de voir un petit peu tout ce qui peut être amélioré, ce qui peut être développé. Bon, notamment, on n'avait pas de service administratif. Bon, c'était à l'époque, on arrivait à une taille un peu critique par rapport à ça. On ne voyait pas forcément l'intérêt d'en avoir. Et puis, bon, l'arrivée de NextEdge avec Aloïs, Arthur, on a discuté et en fait, on a structuré cette partie. L'embauche d'une DAF, on a eu un deuxième comptable et donc ça a permis de nous dégager du temps pour se consacrer au développement. Donc ça, c'est un point qui est aussi très, très important, cet œil un petit peu extérieur. Peut-être Stéphane, comme je crois que le temps file, je ne me rends pas compte quel est exactement le calendrier, mais peut-être nous dire effectivement finalement ces nouvelles étapes que tu es en train de faire aux côtés du groupe Ortec, pourquoi vous les avez choisies plutôt et est-ce que vous êtes content de cette voie? Oui, alors donc arrive 2021, hein, donc on avait été en contact. On avait été en contact avec le groupe Ortec qui nous a approchés, en fait, bon, un petit peu surpris à l'époque. Et donc, on a vu rapidement qu'on avait beaucoup d'atomes crochus et d'affinités, et donc, surtout au travers de leur société qui fait la même chose que nous, une forte complémentarité technique et géographique. Et donc, on a engagé des discussions et donc, bon, on a effectivement engagé des discussions avec NextEdge. Bon, on a effectivement pensé que c'était une très bonne idée de s'associer avec cette société. Donc, NextEdge a été de ce point de vue-là, enfin, Arthur, Aloïs, hein, très, très à l'écoute par rapport à ce qu'on pensait. Et donc là, il s'est trouvé qu'on avait des intérêts communs dans la sortie, donc c'était un point fort. Le fait qu'il y ait NextEdge dans cette négociation, je pense aussi que ça a été très, très challengeant pour tous. Hein, je pense que si NextEdge n'avait pas été là, on serait probablement parti sur une proposition plus basse. Donc là, je remercie vivement Loïs et puis Arthur, qui sont des fins négociateurs et qui nous ont beaucoup aidés. Alors, cette vente, c'est aussi un processus qui est très long, très difficile, donc c'est pas du tout dans notre scope de compétences. Donc, NextEdge nous a quand même beaucoup aidés sur tous ces aspects, le choix de notre avocat conseil, la rédaction, les négociations du contrat de vente. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très profitable. Et puis, donc, les perspectives, aujourd'hui, c'était un point important, puisque bon, on est plutôt en fin de carrière qu'en début, mais on a encore quelques années à faire. Donc, le point positif, c'est que le groupe Ortec souhaitait nous conserver dans leur nouvelle structure, donc sur une durée quand même relativement longue, puisqu'aujourd'hui, il nous impose de rester un minimum de 4 ans, donc, mais à des postes clés et avec un beau challenge de développement. Donc, ils comptent sur nous pour justement les aider à se développer. Et l'association d'Ortec, enfin d'OGD, la branche de dépollution et de Soléo, va peser aujourd'hui 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, on se retrouve numéro 1 sur le marché de la dépollution. Pour la première fois, la société dans laquelle on était il y a 15 ans, filiale de Suez, n'est plus leader du marché de la dépollution. En tout cas, c'est effectivement une très belle aventure qu'on est ravis d'avoir partagée à vos côtés, aussi bien Stéphane, Mickaël, Patrick et Christophe. Juste pour info, le groupe Ortex, c'est un groupe familial également qui pèse plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et s'il y en a parmi vous qui souhaitent pouvoir échanger aussi bien avec Nextage ou Stéphane ou l'équipe de Soleo sur les clés d'une session en industriel, n'hésitez pas. Hein. On a 2-3 billes pour aider. Merci Aloïs. Besoin. Merci. Donc, moi, je voudrais juste aussi, pour finir, au nom de mes associés, remercier Nextage et puis surtout Aloïs et Arthur qui ont passé pas mal de temps avec nous et toujours dans la bonne humeur et toujours dans la convivialité. La seule frustration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas fêter ça et on espère qu'il y ait des beaux jours devant nous. J'allais le dire, on attend le dîner de closing. Malheureusement, voilà, ça, on n'a pas pu le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci Aloïs. Merci Stéphane pour ce beau témoignage. En fin 2020, on a réalisé également une autre session en vendant notre participation qu'on avait dans le capital de Draw Digital. Draw Digital, c'est une plateforme digitale leader des ventes aux enchères au niveau européen. Elle est animée par Olivier Lange, qui est un entrepreneur formidable, multicasquette. Il est président de Draw Digital, il est directeur général du groupe Draw. Il est aussi champion de boxe thaï. Et depuis peu, il s'est engagé pleinement sur un grand projet, essayer de me coacher pour que j'arrive à faire du sport. Et ça, c'est sympa parce que le coaching, ça va dans les deux sens. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on construit des belles missions impossibles. C'est mission impossible, ça. Ouais, c'est un vrai coaching. C'est pas... Donc, je transmets la parole à Olivier, qui en quelques minutes, de façon pas trop longue, va nous présenter Draw Digital et notre accompagnement et les perspectives d'avenir. Et à la suite de ça, Aloïs et Julien présenteront le programme ESG et je laisserai Aloïs prendre la suite. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide. Donc, je suis un peu gêné parce que ce n'est pas vraiment une activité essentielle, hein, le marché de l'art, mais bon, ça fait rêver. En tout cas, malgré le confinement, on est resté ouvert. Donc, voilà, on est quand même considéré comme faisant partie de la culture. Alors, Draw Digital, c'est une plateforme de transactionnelle qui met en relation les acheteurs avec les opérateurs de vente. On est principalement sur la retransmission de ventes live et de ventes online only, donc complètement des ventes aux enchères complètement dématérialisées. On a aussi un inventaire important de catalogues puisqu'on permet et on fait la promotion des ventes à travers la visibilité et l'accessibilité aux catalogues et ensuite, bien entendu, aux ventes. Alors, le produit pour 2020, puisque là, on a bénéficié vraiment d'une période qui est difficile, qu'est cette crise sanitaire, mais on a vraiment bénéficié d'une accélération de la digitalisation du marché de l'art, puisque pendant une période, notre activité était fermée, les hôtels de vente ne pouvaient pas ouvrir, et donc les ventes se sont reportées sur le digital, ce qu'on a appelé, nous, du live à huis clos, donc sans public, mais avec une vente physique sur un temps déterminé, et puis des ventes purement online. Donc, on a vraiment bénéficié de cette accélération avec une forte croissance, bien évidemment. Aujourd'hui, on fait 188 millions de vendus sur notre plateforme, et on se rend compte d'abord qu'il y a une très forte progression à la fois du nombre d'inscrits, puisqu'on est aujourd'hui à 438 000 inscrits sur le live, c'est plus de 62% par rapport à 2019, c'est énorme. Et on a 138 000 inscrits sur les ventes online only, plus 112% par rapport à 2019. Donc, l'année 2020 a vraiment a eu cet effet d'accélération importante.
On a aussi augmenté, bien entendu, notre nombre de ventes qui étaient organisées sur la plateforme, puisque beaucoup de ventes qui n'étaient pas jusqu'à présent en live, mais uniquement physiques, aujourd'hui, toute la profession des commissaires-priseurs opte aujourd'hui pour une vente à la fois physique, mais aussi retransmise en live pour élargir le public. Donc là aussi, on a bénéficié de cette prise de conscience qu'a eu le marché de l'art sur l'importance de la digitalisation. L'inventaire, par exemple, c'est 1,7 million de lots pour 2 milliards de valeur d'inventaire sur notre plateforme, et on a publié 5338 ventes en 2020 sur la plateforme, ce qui est très important. Et surtout, ce qui aussi aujourd'hui fait de Drouot Digital la première plateforme européenne, c'est qu'on est à la fois, alors qu'avant on était présent uniquement sur Paris, aujourd'hui, si je prends par exemple les ventes qui sont publiées à cette date, on a 371 ventes. Bon, on a bien sûr une majorité de ventes en France, toujours, puisqu'on a 255, mais on a des ventes en Belgique, on a des ventes en Allemagne, on a des ventes en Autriche, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, à Monaco, Pays-Bas, Roumanie même, Royaume-Uni, Suisse, États-Unis. Donc là, on est vraiment devenu, en tout cas, la première plateforme européenne, et on continue de s'internationaliser avec un avenir plutôt rayonnant, parce qu'on a à la fois cet effet de digitalisation du marché et l'emprise du live dans les ventes à travers les plateformes, puisqu'il y a eu une sorte les gens se sont décomplexés par rapport à l'achat d'art sur une plateforme digitale. Et donc, on est aujourd'hui à la fois, on augmente le volume, on augmente le nombre d'enchérisseurs, donc le nombre de produits adjugés, et en même temps, on augmente l'emprise du live. Donc, normalement, notre modèle business devrait pouvoir être pérennisé. Voilà, donc ça, c'est la présentation de Drouot Digital à ce jour. Effectivement, on a été ravis d'accompagner Olivier. J'ai perdu Nicolas ou... Il y a peut-être un petit problème de micro, je ne sais pas. Il a dû partir se faire vacciner. J'étais me faire vacciner là. Alors, moi, d'abord, voilà, c'était une première expérience avec un fonds d'investissement, l'accompagnement d'un fonds d'investissement. Le choix a été parfait. Et à la différence, je pense, de pas mal des sociétés dans lesquelles vous avez investi, moi, j'avais une vision un petit peu différente liée à l'histoire du groupe et à notre activité qui est quand même une niche. C'est que, bien entendu, on a pu bénéficier à la fois d'un financement de l'innovation technologique, mais surtout, ce qui a été vraiment important pour nous dans cet accompagnement, c'est un apport en expertise, à la fois lors de la phase de développement de notre activité, avec une implication vraiment dans des choix stratégiques importants, et au sein même du management de la société, puisque j'ai été accompagné à la fois par Nicolas et Aloïs. Et étant dans une société fermée, puisqu'on était vraiment l'actionnariat de Drouot est plutôt fermé, c'était la première fois d'ailleurs dans une filiale des investisseurs autres que des commissaires-priseurs avaient accès à notre capital. Ça m'a donné, d'abord, ça m'a permis d'avoir une vision industrielle et surtout, vraiment c'était important, une plus grande liberté d'action auprès de mes actionnaires grâce à l'appui de NextEdge. Et au lieu d'avoir une vision purement patrimoniale, on a pu aller vers une vision industrielle et c'est ce qui a fait la réussite de cette opération. La structuration, et NextEdge m'a été vraiment d'une aide précieuse dans cette étape critique d'évolution, de sécurisation de notre technologie, de renforcement du modèle business et plus largement d'amélioration de nos pratiques. Voilà, donc j'ai vraiment été épaulé. Ça a été vraiment une opération qui m'a apporté aussi une expérience enrichissante grâce à une vision que je n'avais pas, parce que bon, le marché de l'art, c'est pas vraiment l'industrie, hein. Même si on vend. D'ailleurs, on est plus dans l'économie circulaire. Bon, Isabelle n'est plus là, mais j'ai au moins cette consolation, c'est d'être dans l'économie circulaire. D'ailleurs, je vous invite à acheter du mobilier 18e plutôt que d'aller chez Ikea, d'abord pour vous faire voler
vos données. Et puis ensuite, parce que ça évite de déforester des forêts tropicales. Et le bois sont des essences rares en général. Donc, je disais que ça a été en effet une expérience vraiment enrichissante et de partager aussi une aventure humaine dans un contexte qui n'a pas toujours été facile, et surtout d'avoir une vision grâce à une transparence, à un dialogue qui m'a aidé lors de décisions structurantes pour l'avenir de la digitalisation des ventes aux enchères. J'ai été assez rapide. C'était superbe, magnifique. Voilà. Alors, je remercie, bien entendu, au nom de Drouot, à la fois le président de NextStage, président de NextStage AM, Grégoire Santil, et l'équipe, bien entendu Nicolas et Aloïs, qui ont été présents à mes côtés, qui m'ont fait confiance et qui m'ont vraiment aidé à passer une étape qui était importante pour cette activité et pour le groupe, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai relais de croissance. Et ça a été une véritable expérience humaine. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et puis surtout, on a pu partager quand même parfois des bons moments, des moments conviviaux autour de bons vins. C'est les seules fois où j'ai vu Vincent d'ailleurs, mais bon, voilà, c'était très agréable. Et surtout, vous nous avez été, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le board de Drouot Patrimoine ou les actionnaires s'en rendent compte, puisque aujourd'hui, c'est vraiment l'activité essentielle au sein du groupe. Vous nous avez été d'une aide rare et précieuse. Merci beaucoup. Merci. Olivier revient. Bon, Olivier, merci beaucoup pour ton témoignage, qui nous touche beaucoup. On était très contents aussi. On espère aussi pouvoir refaire des affaires ensemble. Donc ça, c'est important. Et là, je passe la parole à Aloïs et à Julien qui vont présenter la politique ESG de NextStage rapidement. Oui, alors on va essayer de… Alors, si on a 4-5 minutes, comme ça nous donne une bonne occasion de vous la représenter la prochaine fois. L'idée, en fait… Et attention, on a compté le nombre de participants. Donc, on verra ceux qui ne sont pas là dans 4-5 minutes. Non, mais honneur à nos entrepreneurs et à la passionnante intervention d'Isabelle. Donc sans scrupule d'avoir seulement 3-4 minutes. Mais c'est important quand même. C'est une vision qu'on porte depuis maintenant plus de 10 ans. Et on pense notamment qu'on a, en tant qu'acteur du capital développement dans les territoires, on a un vrai rôle à jouer en tant qu'accompagnateur de changement. On le dit à chaque fois, mais il y a une personne tout à l'heure qui le mettait dans le fil de discussion, mais à nous de bouger, et notamment les grands groupes, mais aussi tout le tissu de PME partout en France. Et c'est souvent la somme des petites contributions de chacune de ces petites sociétés qui va faire à la fin la grande différence. Nous, sur cette partie ESG, on a eu deux volets, en fait, un engagement au niveau de nous, NextStage AM, société de gestion. On s'est impliqué dans différents projets depuis maintenant près de 15 ans. Le dernier, c'est, je crois, vous le savez tous, mais on en avait parlé la dernière fois, c'est la contribution à l'organisme One on One, qui est le premier fonds de dotation international consacré à la réanimation. Mais au-delà de ça, on a signé tout un certain nombre d'engagements, notamment au profit de l'investissement responsable dès 2012, le financement des femmes entrepreneurs, parce que c'est effectivement dans nos métiers quelque chose qui doit être développé beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et enfin, le label Relance, je crois que Jean-David le disait tout à l'heure, dont on a été un des 4 premiers acteurs à le recevoir en octobre 2020. Et cette stratégie, finalement, ESG, elle s'est aussi beaucoup, je dirais, concrétisée au quotidien dans la réalisation d'investissements qu'on appelle, nous, qui font partie de ce qu'on appelle la tendance de fond économie positive, plus que la croissance verte, puisqu'on n'est pas que dans l'environnement, on est aussi on est dans tous les aspects de l'ESG.
Et ça a commencé il y a plus de 10 ans avec Climpact, évidemment dans l'intelligence climatique. Ça s'est poursuivi avec des sociétés qu'on a accompagnées pendant plus de 5 ans, comme Greenflex, qui ont été ensuite, dont Total a pris la suite en 2017, qui était une plateforme d'amélioration de la performance énergétique. Soleo, on a parlé, Arcos, évidemment, des lieux de vie urbains éco-responsables autour de l'escalade de blocs qui privilégient les circuits courts. Donc, c'est ça aussi l'ESG. Et le dernier investissement qu'on a réalisé, WeSmile, dans la partie S, je dirais, d'essayer de garder les talents dans les PME en leur offrant des solutions de conseil, de comité d'entreprise externalisés comparables à ce que les salariés de grands groupes peuvent obtenir. Ça, c'est finalement l'engagement qu'on a depuis 15 ans, qu'on a jusqu'en 2020. Et effectivement, je pense que c'est intéressant qu'Aloïs, tu puisses maintenant montrer aussi le futur, vers où on va. Rapidement, et pour prendre les mots d'Isabelle, alors on est ni scientifique ni écolo chez NextEdge, mais on sait qu'il y a des trajectoires à mettre en œuvre. Ça, on en est convaincu. C'est quelque chose, Julien vient d'en parler, c'est quelque chose qu'on travaille depuis un certain temps. C'est intéressant aussi juste de reprendre un truc, c'est qu'Isabelle parlait du signal politique qui était peut-être absent. Nous, c'est amusant, mais alors on a notre conviction personnelle, mais il y a un signal, on va dire, on va l'appeler économique, qu'on ressent de plus en plus, notamment de la part des gens qui nous confient de l'argent, des grands institutionnels, et qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Donc, notamment sur la grille d'analyse du reporting qu'il faut fournir, l'implication dans la lutte contre le climat qu'on doit descendre maintenant auprès de nos participations. Et pour terminer finalement cette partie sur l'ESG, en quelques mots, juste vous dire ce qu'on fait maintenant dans le cadre de nos investissements, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a fait par le passé, mais qu'on a musclé ces dernières années. Maintenant, il y a systématiquement, dans le cadre de nouveaux process d'investissement, des audits ESG à l'entrée, dans le cadre d'un investissement dans une participation, qui nous permettent de comprendre à quel stade l'entreprise se situe par rapport aux enjeux auxquels elle est confrontée et comment elle s'organise pour y répondre. Cet audit nous permet surtout de bâtir un plan, on va dire, qu'on va essayer de dérouler avec l'entrepreneur pendant les 3, 4, 5, 6 années durant lesquelles on va l'accompagner, et qui sera inscrit à l'ordre du jour annuellement, tous les ans, au board. Donc, on va créer les conditions d'échange sur des métriques qu'on va définir ensemble, et on va être capable de mesurer cette progression dans le temps. Quelque chose sur lequel on croit beaucoup et on n'est pas très nombreux à le faire, je pense, c'est de structurer maintenant, et le premier investissement, ça a été WeSmile, c'est structurer des management packages qui intègrent, on va dire, cette partie sur les objectifs de développement durable et sur les critères ESG. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous paraît très important pour être capable de ne pas être uniquement dans la parole, mais en tout cas dans l'acte, c'est d'aligner les intérêts communs sur ce sujet-là. Et bien évidemment, on est également dans une volonté de pouvoir structurer à l'occasion de la sortie de nos investissements des audits spécifiques. Alors on parle de VDD, vendor due diligence, mais sur les sujets USG qui permettront de mettre en avant le chemin parcouru. Donc vous l'aurez compris, aussi bien par les thèmes qui nous animent dans les rencontres qu'on peut avoir avec vous que dans le cadre des investissements qu'on peut faire depuis 2009 et dans les process qu'on met en place au quotidien dans le cadre de notre politique d'investissement, c'est des sujets qui sont très importants et sur lesquels on souhaite pouvoir justement impulser une trajectoire auprès des entrepreneurs qu'on accompagne sur ces sujets-là. Donc je pense que le mot de la fin, normalement, c'est Grégoire. Il va synthétiser tout ça en quelques phrases. Donc je lui donne la parole. T'es en mute, Grégoire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci Héloïse, merci Stéphane, merci Olivier, merci Isabelle, merci à toutes et à tous. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que quand aux alentours des années 2007-2009, on a commencé à s'intéresser à ces questions autour de la performance environnementale, du réchauffement climatique, de la biodiversité, on ne mesurait pas et on ne pensait pas, pour être très humble,
à quel point le monde basculerait à cette vitesse-là, à l'échelle de nos vies d'hommes, pour reprendre l'expression d'Isabelle. Nos vies d'hommes, c'est quelques dizaines d'années. La vie de la Terre, c'est plusieurs milliards d'années. Et de voir à quelle vitesse les choses évoluent là-dessus. Et l'image de l'œuf, une fois qu'on l'a cassé ou une fois qu'on l'a cuit, il y a des choses qui sont irréversibles. Et je crois qu'au-delà de l'enjeu des partages de réflexion et d'expérience, je pense que l'enjeu véritable, c'est pas juste de faire du greenwashing ou de faire de l'éthique pour faire propre et pouvoir se pavaner. C'est au contraire se dire comment est-ce que, en donnant du sens et en faisant bien les choses qu'on fait ensemble, c'est-à-dire dans la chaîne de confiance à la fois entre ceux qui investissent, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des investisseurs institutionnels, que ce soit qui investissent et qui nous font confiance, nous, par rapport à nos critères de sélection et les entrepreneurs avec lesquels on s'associe et avec lesquels on travaille, comment est-ce qu'on arrive à faire émerger ce que j'appellerais, pour reprendre l'expression de Michael Porter, une économie positive et un capitalisme vert et porteur de sens. Voilà. C'est ça l'enjeu, et je pense qu'on voit, même s'il comporte ses excès, que des aventures comme que ça aille de Soléo jusqu'à Tesla, on peut créer beaucoup de valeur en faisant des choses qui ont du sens et en les faisant de manière positive, comme ça a été partagé et échangé ce soir. En tous les cas, c'est un club entrepreneur passionnant. Merci à Sylvie, à Aloïs, à Julien, à Nicolas, à Olivier, à Stéphane et Isabelle pour toutes vos contributions. C'était passionnant, c'était plus long que prévu, mais trop court. Et donc, ça nous donne des idées pour les étapes à venir. Très bonne soirée et j'espère à très bientôt et surtout physiquement. Merci. Au revoir à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir, merci pour tout. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Frédéric, c'est le plus beau. Frédéric. Bonsoir Michel. Bonsoir. À bientôt. À bientôt Michel.